Hello les légendes, on repart sur un nouvel hors-série dédié au tournoi du circuit ATP, après ceux de l'Open 13 Provence à Marseille. Marbella, Munich et Monte-Carlo, on enchaîne avec Julien Bouter, directeur du Moselle Open de Metz qui a lieu cette semaine et dont c'est la 18e édition cette année. Ce tournoi fait partie des 4 ATP 250 en France, avec l'Open Sud de France à Montpellier, l'Open 13 Provence à Marseille et l'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon. Il y en a en tout 41, ATP 250 dans le monde, mais c'est l'une des 3 plus petites villes à accueillir un tel événement, une prouesse en soi. Créé en 2003 par le regretté Patrice Dominguez, Yvon Gérard et l'actuel directeur Julien Bouter, ex-top 50 et natif de la région. Le tournoi a regroupé 40 000 spectateurs en 2019. Il a vu défiler un paquet de stars, Murray, Fernando González, Ivan Ljubicic. Djoko s'est d'ailleurs envoyé le titre en 2006. On évoque avec Julien les meilleures anecdotes du Moselle Open, le plateau sportif de l'année et les difficultés d'avoir des stars. Il nous explique sa vision sur les minimums garantis, les cachets que touchent les tout meilleurs pour participer au tournoi du circuit, en dehors des Master 1000 et des Grands Chelems. On enchaîne avec les innovations du tournoi en termes d'arbitrage vidéo et du choix de la balle. Le directeur du tournoi nous parle de la Lever Cup qui a lieu la même semaine, de la couverture médiatique de son événement en terre lorraine, de l'histoire du trophée, où je fais d'ailleurs une jolie boulette, et on termine en pariant l'éventuel futur vainqueur de cette édition 2021. Allez suivre les réseaux sociaux du Moselle Open et ne loupez pas la fin de tournoi. Place à ce nouvel hors-série dédié au tournoi du circuit. Bonne découverte et bonne écoute à tous. T'es au top là? Alors, Moi, oh là là, même plus que ça. est-ce que tu peux commencer par nous dire une anecdote mythique depuis la création du tournoi du Moselle Open? Un truc qu'il faut absolument savoir. Oh là là, une anecdote mythique. Par rapport aux joueurs ou juste à l'organisation? Les deux, vraiment un truc qui montre bien l'atmosphère qu'on peut ressentir, que ce soit avec les joueurs ou dans l'orga, enfin tu vois, un truc vraiment à partager quoi. Dans l'orga, on en a une très drôle. Une très drôle, c'est que on était, c'était ça relativement au début, et tu sais, on a des incrustations sur le cours avec nos partenaires territoriaux, et dont la Moselle. Et donc, pour le faire sur le cours, ce sont un système de pochoirs. Et donc, une fois que le cours est fait, ils mettent un pochoir et ils peignent en blanc Moselle sur le terrain. Et donc, bien sûr, on est dans le jus complet, donc on vérifie pas ça. Et la veille au soir du début donc des matchs, je fais un tour dans les tribunes et je vois que le Moselle, en fait, il y a eu un problème de proportion. Et le Moselle, après sur le terrain, il était à peu près écrit sur 50 centimètres. Donc, tu t'imagines. Donc, ils avaient fait une erreur dans le pochoir. Et là, les équipes, bien sûr, tout le monde parti. Et donc, il y a plus de pas de pochoir à la taille, donc impossible de le faire. Et donc, j'ai pris une règle avec crayon et autres. J'ai tracé à la main un Moselle et puis j'ai passé 3 heures à le peindre pour que ce soit sec le lendemain en pleine nuit. Donc ça, c'était une anecdote d'organisation voilà, qui était très drôle, mais il y en a eu plein des comme ça. Plein. Et dont notamment, ouais, même une fois, il y a même un projecteur dans l'ancien site qui a pris feu la veille au soir, et il y avait des flammes qui tombaient sur le cours et tout. Des anecdotes comme celle-là, il y en a tous les ans. Et c'est vrai que heureusement qu'il y a un esprit très, j'ai envie de dire, très familial sur un événement comme celui-là, parce que quand il y a un problème de ce type-là, quasiment tout le monde s'arrête et apporte une aide pour solutionner justement les problèmes pour que le tournoi puisse se jouer. Donc, et en plus, c'est une de nos forces, je pense. Ouais. Et avec les joueurs, il y en a une qui te revient en particulier? Ouais, mais une qui est pas drôle. Donc, Ah, ouais, touchy. Ah non, pas touchy, mais oui, ça peut être. C'est alors l'année. Bah, quand Mischa Zverev est en finale, l'année exacte, je l'ai pas. On a des belles demi. Il y a Richard qui joue très bien et il est en demi, en simple, en double samedi. Et donc les matchs commencent à 14h et puis suivi d'eux. Donc on a la demi-finale de Richard, l'autre demi-finale et puis après la demi-finale en double de Richard sur le central. Et à midi, Richard vient me voir, il me dit j'ai de la fièvre, je peux pas jouer. Et donc je dis comment ça? Et là, la situation devient quand même assez compliquée parce que ça me fait sauter 2 matchs dans la journée sur un samedi. Et puis donc il va voir les médecins et en fait il a 37,5 de fièvre. Et tout le monde dit mais non, c'est pas possible. Et en fait non, il est vraiment pas bien et il ne joue pas.
Et donc, moi, je me retrouve avec un public, avec 3 matchs sur le central à proposer. Et on dit, bah, comment on fait? Et là, je prends mon téléphone, j'appelle Mansour, je dis, t'es où, Mansour? Il me dit, bah, voilà, je suis à Paris. Ce soir, il y a Yannick qui joue au Stade de France. Je vais le voir en concert. Je dis, écoute, j'ai besoin que tu viennes. Il me dit, pourquoi? Il me dit, c'est quand le prochain train? Je dis, le prochain train à Gare de l'Est, il est dans 1 heure. Tu le prends, ça veut dire que tu es ici à Metz à 2h30, 3 heures. Ouais. Et on fait une exhibe. Et on a organisé en 2 heures de temps une exhibe avec Santoro, Arasi, Mansour. Il devait y avoir peut-être un autre joueur, Thierry Assion ou peut-être Younes. Ah non, c'était Younes, c'était pas Hicham, c'était Younes. Et on a réussi en 2 heures de temps à organiser une exhibe monstrueuse à la fin des matchs. Et donc, on a pu la proposer au public. Mais ça a été d'un point de vue joueur un gros coup. Et c'était très, très chaud. Cette année, en tête de série 1, vous avez le Polonais Hubert Hurkacz et Karim Boussa en 2. Est-ce que Murray, mon fils, sauve un peu en termes de piquant et de chaud le plateau sportif 2021? Tu sais, j'ai pris beaucoup de distance par rapport à ces plateaux sportifs et autres. Déjà, on est dans une année particulière, ne serait-ce que déjà ouvrir les portes, avoir des joueurs, du public et se retrouver et reprendre quasiment, parce qu'on n'y est pas, mais quasiment une organisation d'événements. J'ai envie de dire, peu importe, c'est l'important cette année n'est pas du tout là. Et puis après, voilà, ça fait quand même 18 ans maintenant. Des anecdotes, on en a eu, notamment le deuxième tournoi. La semaine avant l'événement, chaque jour, on a perdu une tête de série. Donc, tu t'imagines quand c'est la deuxième année, la première en plus royale, tu as Clément Gonzalez en finale, finale de dingue, Clément qui gagne. Tu te dis la deuxième année, tu te sens fort déjà. Et tu en fais un beau tableau. D'ailleurs, dans l'année-là, il y a Nadal, il y a Santoro, Grosjean dans les têtes de série, Gambil. Et donc, le lundi avant le tournoi, il y en a un qui se retire, le mardi, un autre, le mercredi, et on perd 7 des 8 têtes de série la semaine avant le tournoi. Et là, on s'est fait démonter. Publicité mensongère, Ah non, c'était. Et on a eu un tournoi là où je pense dans le tableau de 32, on devait avoir 25 Français. T'es pas trop quand ça arrive une deuxième année, c'est le monde qui s'écroule. Puisque tu mets 4 mois, 5 mois à faire un tableau et puis la semaine avant, il y a tout qui part en live. Et donc cette année, oui, bien sûr que sur le principe, j'aurais préféré qu'à un moment, Sinner puisse venir, qu'Alcaraz puisse être là, qu'il y ait tout le monde, évidemment. Mais tu regardes, ça donne aussi la possibilité. Il y a le jeune Rounet là qu'on va voir au Rune. Alors je sais pas, je vais me poser la question à Stéphanie, elle pourra peut-être m'aider. La prononciation Rounet, ouais. Donc il va falloir que aussi c'est comme Tim et Thiem, au début on savait pas, mais ça a donné aussi la possibilité à montrer des gamins comme lui. Il a mis 2 perles quand même au premier tour, il s'est qualifié et je pense que lui, on va en entendre parler, c'est évident. Et puis après, il y a Lucas qui est là. On a quand même 2 médaillés. Donc en termes de notoriété, bien sûr que il y a Murray, il y a mon fils, il y a Pouille, il y a Kachanov, il y a Carreno Busta. Oui, des 250 qui peuvent dire voilà le vendredi, je vais proposer un plateau comme celui-là. Il y en a pas tant que ça. Donc non. Et puis le plateau sportif. Après, moi j'aime trop le jeu et j'aime laisser la place au sport et que le meilleur gagne. On l'avait vu à Gojowczyk l'année où il gagne, il avait pratiqué un tennis incroyable. En plus, localement, il y a un attachement qui se fait avec les outsiders, qui commence à écrire une histoire. Tu vois, Gojowczyk, il est là à nouveau, il se qualifie, il joue Kachanov, ça parle à tout le monde ici. Ça a du sens un match comme celui-là. Donc voilà. Mais le côté sportif, non, j'ai pris pas mal de distance avec ça et. Une courte pause pour vous rappeler de nous mettre un like dès maintenant sur YouTube. 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire sympa sur les deux. Ça permet de mieux référencer cet épisode et nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. Ça prend 10 secondes et tu deviens instantanément une légende dans notre cœur. Les têtes d'affiche te demandent des minimums garantis pour participer au Moselle Open? Oui, après on est dans un système de spectacle. Hein. C'est tu veux remplir Stade de France, c'est pas avec un petit groupe de province que tu vas le remplir. T'as des nécessités d'avoir le meilleur plateau possible par rapport à ton public, tes partenaires,
tes droits. Et effectivement, il y a pour pouvoir utiliser l'image du joueur en amont, communiquer dessus pendant l'événement, lui demander des opérations supplémentaires ou plus de présence et ainsi de suite. Et ben tu négocies un cachet comme avec n'importe quel artiste. Ça va de combien à combien, tu peux nous le dire? Bon, il y a pas de prix puisque c'est comme dans tout milieu, c'est une question d'offre et de demande. Ouais. Voilà. Toi, tu es prêt à mettre jusqu'à combien, par exemple, pour rentrer dans tes frais, quoi? Non, mais après, c'est pas des questions de rentrer dans ses frais ou ainsi de suite. Tu peux à un moment te dire, bah voilà, j'ai un budget de temps, je mets tout sur un joueur. Il y a plein de tournois qui l'ont fait. On a vu des fois au début Rotterdam, quand ils n'étaient pas encore suffisamment installés, ben, ils mettaient le jackpot sur Federer. Federer, ben, au dernier moment, qui dit soit il perd au premier tour ou qu'il vient pas, parce qu'il voilà, lui aussi il a le droit d'être blessé et de pas pouvoir jouer. Et il s'est retrouvé avec un tournoi avec qui était quasiment, oui, qui était à un niveau d'un 250 moyen. Donc moi, c'est pas ma vision. C'est pas ma vision. Le tennis est suffisamment dense. Tu vois maintenant des mecs qui sont 200 qui peuvent te battre des top 10. C'est le jeu et le sport qui a du sens. Et puis le but, c'est d'avoir des confrontations dès le début. Ouais. Et puis voilà. Et puis si j'ai envie d'avoir et de proposer au public, des trois tours avec les meilleurs, et ben j'arrête. J'ai pas un tour ATP, puis je fais une exhibe. Je paye des mecs. Et puis voilà, ils font 2 matchs le vendredi, 2 matchs le samedi, et puis une exhibe en double avec le dimanche. Et là, je suis sûr d'avoir ces mecs-là et puis proposer quelque chose, mais ça a pas de sens d'un point de vue sportif. Ouais. En termes d'innovation, vous avez une animation Foxteen cette année. Est-ce que tu peux juste nous dire ce que c'est? Après, nous, le Moselle Open, il est quand même dans une des plus petites villes qui accueille un 250 au monde. Mais par contre, on essaie de marquer notre différence comme on peut. Et c'est vrai qu'en termes d'innovation, on essaye d'être précurseur sur certaines choses. Donc oui, le Fox 10, on a été le premier tournoi ATP à l'utiliser. Mais ça, c'était déjà il y a 4 ans. Donc, c'est l'arbitrage vidéo qui est venu. Il y a 2 prestataires qui sont capables à l'heure actuelle dans le monde du tennis de fournir des prestations qui répondent d'un point de vue qualité, rapidité, efficacité à l'arbitrage vidéo. C'est Okai et Fox 10. Et donc, Fox 10, nous, on a été les premiers parce que je trouvais que c'était pertinent de pouvoir avoir un arbitrage vidéo qui était sûr à 100%. On sait très bien que le Hawkeye, même si c'est relativement précis, il y a une part d'incertitude. Alors, est-ce que c'est 1 mm, 2 mm, 3 mm? Je ne sais pas. Tandis que le Fox 10, on est vraiment sur l'impact réel de la balle. Et ça m'a plu, étant moi issu d'études et d'une filière mécanique, mathématiques et autres. Et j'aimais bien cette notion de dire, voilà, il y a tellement de choses qui bougent et qui sont dans le monde du tennis et il y a tellement de variants que ce qu'on peut sécuriser et les certitudes qu'on peut avoir, je trouve que ça a du sens. Donc, on a été les premières, tout comme avec les balles Artengo. Au début, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas mettre des balles pour chien, quoi, dans ton tournoi? Mais il y a eu tout un process par rapport à ça. C'est que pendant 1 an et demi, j'ai dit, OK, les gars, moi, je veux bien, mais la chose la plus importante, c'est mon joueur. Pour de l'argent, je ne vais pas mettre une balle qui me convient pas. Et donc, j'ai moi testé d'abord cette balle. Après, j'ai demandé à des mecs négatifs de jouer avec, de me faire des retours. Après des tournois tennis pro, je l'ai proposé sur des futurs. Ils les ont essayés. J'ai demandé tous les retours des kinés, des médecins, du staff en leur disant voilà, est-ce qu'il y a plus de tendinite, de problèmes à l'épaule, au coude, ainsi de suite. Et donc, c'est un processus qui a duré 1 an. Pour justement valider j'ai envoyé des balles à la Fédé en demandant aux joueurs, testez-moi la balle pendant 1 semaine et faites-moi un retour. Et une fois que j'ai eu des feux verts de partout, parce que ça a été une réelle réussite, je leur ai dit, OK, on fait quelque chose. Et moi, je trouve, en plus, ça avait du sens parce que c'est une société aussi qui est française, qui a un pôle d'innovation qui est juste magnifique. Et ça avait du sens aussi de proposer un produit qui était de qualité. Donc voilà, en termes d'innovation, on essaye d'être présent, tout comme l'entrée des joueurs. On l'a scénarisé avec du mapping sur le court. On a un couloir où le joueur rentre. Tout ça, effectivement, en termes de 250 en indoor, ils sont pas nombreux à le faire. Et on a poussé parce qu'aussi on a des équipes aussi sur le territoire. La société MPM, c'est monstrueux ce qu'ils font. Ils ont un savoir-faire qui est génial et tout se passe pas à Paris.
Et donc, tout ce qu'on est capable de faire ici, quasiment, mis à part hormis le Fox 10, eh ben, tout, c'est du produit local, quoi, du bio. Juste 2 dernières questions, parce que je vais me faire tirer les oreilles, sinon par Véronique. Non, mais t'inquiète, elle est Est-ce partie que depuis vous bien subissez... longtemps. Hein. Elle te dira rien. Ah bon. Est-ce que vous subissez pas trop l'ombre de la Lever Cup en opposition à la même semaine, en termes de date, là, sur le tournoi? Ben, ça, c'est juste un problème des gens. S'ils ont envie d'opposer une exhibition à un tournoi professionnel, voilà. Mais je peux vous dire qu'en termes d'attrait sportif, et on l'a vu, et puis moi, j'étais même le premier. Moi, je suis le premier à pouvoir faire une exhibition. Et voilà, je peux te le dire, voir des mecs comme à un moment Mansour, Noah, Becker, les mecs là faire une exhibition, c'est des moments de rêve. Mais quand tu es au bord du cours, mais pas quand tu es, pas quand tu es derrière ton poste. Quand on est derrière ton poste, tu as besoin d'avoir cet intérêt sportif. Sinon, tu vas voir, après, tu as d'autres spectacles. Mais c'est pas du sport de haut niveau et de la compétition. Cette notion de compétition, elle est déterminante. Donc, après, on est concurrentiel par rapport aux joueurs, mais par rapport au type d'événement, il y a aucune commune mesure. Parce que alors voilà, c'est même drôle des fois de voir les joueurs qui ont une attitude dans les tournois du Grand Chelem ou dans des majeurs ou autres. Et parce que là, c'est la Lever Cup, un truc qui est un peu surjoué. Donc, ça, les gens et les fans de tennis, ils s'en rendent compte. Après, effectivement, je suis le premier à te dire que c'est un événement qui est génial, parce que tout ce qui peut promouvoir le tennis, eh ben, il faut le faire. Mais en termes de place dans le calendrier et de positionnement, il y a quelque chose qui est pas cohérent. Voilà. Après, c'est un événement, tu le fais juste avant la tournée australienne, quand les mecs, ils n'ont pas joué depuis quelques semaines. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que c'est un autre tennis, mais en termes de concurrence sportive, parce que l'intérêt, c'est le sport. Moi, j'en vois pas. Donc, Sur la couverture médiatique, vous avez un partenariat avec We Are Tennis pour diffuser un peu en ligne. J'ai vu Charlotte Gabas qui co-anime, co-commente. En termes d'audience, ça représente quoi? Est-ce que tu peux nous dire un peu combien de alors personnes suivent? honnêtement, c'est une première cette année qu'on commence. On le fait aussi sur le site de We Are Tennis. On le fait aussi sur un autre match, soit en amont, soit avant, soit après sur nos réseaux. C'est un test parce qu'en fait, cette année, on a une politique digitale très offensive où on essaye beaucoup de choses pour pouvoir, voilà, parce que l'année et demie ou les 2 ans où on n'a pas eu d'événement, on a quand même travaillé sur plein de choses. Mais après, des fois, c'est simplement quand on fait face aux choses, qu'on est capable d'en tirer les points positifs, négatifs. Et puis après, on va faire le ménage en sortie de tournoi. Mais effectivement, je pense que c'est une bonne chose. C'est un outil supplémentaire qui est digital. Il y a beaucoup plus de choses. Moi, quand j'étais gamin, je passais 2 heures devant ma télé pour regarder un match de tennis. Maintenant, je vais peut-être passer 2 heures devant mon écran, mais je vais le consommer de façon différente. Donc, il faut que, voilà, on essaye de s'adapter aussi aux besoins du consommateur pour que le tennis reste au centre des préoccupations des gens et puis puisse être accessible facilement. Donc, j'ai pas encore de résultats à l'heure actuelle, tout comme les droits nationaux ou internationaux. On les a pas encore. Ça, il faudra attendre un petit peu les résultats. Mais tout ce que je sais, c'est que la visibilité de ce qu'on propose sur les réseaux, déjà que ce soit Insta, le site et Facebook, Twitter, on a multiplié par 10 ou par 15 les vues par rapport aux années précédentes. Donc voilà, ça c'est déjà un point positif et fort. Vous êtes sur quelle chaîne? Vous êtes diffusé où? On est sur Bing, sur les droits domestiques, donc nationaux. Et puis après, c'est via ATP Media qui à un moment diffuse sur. Alors ça peut dépendre, mais on peut aller jusqu'à une centaine de pays les matchs, et que ce soit sur le cours 1 aussi ou sur le cours sur le central ou sur le cours 1 aussi en streaming. Donc voilà. Pour terminer, pourquoi cet œuf vert en guise de trophée? Mais ça fait combien de temps? Parce que c'était on a lâché l'œuf en 2018. Ah merde, j'ai vu là, sur le site, sur votre présentation, et je me suis dit, ah, ok, c'est toujours d'actu. Excuse-moi. Non. Alors pourquoi l'œuf? L'œuf, ça avait été à un moment l'œuvre d'un cristallier très connu du territoire. Et c'était tout simplement la naissance d'un événement avec comme des incrustations un peu de balles de tennis dedans. À un moment, c'était une œuvre d'art. Elle fait 13 kilos, hein, elle faisait 13 kilos quand même. Hein. Donc c'est pour ça qu'en général, quand on avait des vainqueurs très costauds, ça posait aucun souci pour la montée et la lever.
ceux qui étaient voilà un peu plus sur le timing et puis moins solides, on voyait ils peinaient pour la montée. Et en fait, on a tout simplement décidé que s'il y avait si quelqu'un allait gagner 3 fois le tournoi, et ben il l'emportait. Et ben ça a été le cas avec Joe, et puis à ce moment-là, et ben il est parti voilà, avec le trophée, et on a décidé de travailler avec une autre cristallerie pour proposer voilà un autre trophée en 2019. Rends-le, Joe. Rends-le. Dernière question pour terminer. Est-ce que tu te mouillerais sur un pari, un prono de qui pourrait l'emporter si tu devais laisser ton cœur parler, Julien? Qui aimerais-tu voir gagner cette édition C'est 2 choses 2021? différentes. Le pronostic, en fait, j'aime pas trop m'hasarder à des pronostics puisque je pense que je me suis trompé tellement de fois dans ma vie, ne serait-ce que même par rapport à des résultats et par rapport aussi à des joueurs. Je pensais qu'ils allaient être complètement nuls toute leur carrière et en fait, ils ont été dans les 10. Et ça arrive très tôt et ça permet de remettre un petit peu voilà, d'humilité sur la table. Et je vais juste te raconter une anecdote. C'est quand j'étais à Monaco, j'étais consultant pour Canal. Le journaliste Fred Viard, il me pose une question. Il me dit, voilà, qu'est-ce que t'en penses le match qui va venir? Je dis, écoute, si Ferrer, il arrive à mettre 3 jeux par set, c'est le bout du monde. 1 heure et quart plus tard, il avait mis 4-4 à Nadal. Donc, tu t'imagines bien que, en termes de pronostic, des fois, les choses, elles peuvent être compliquées, ouais. Donc, non, après moi, là, à l'heure actuelle, ma finale idéale, alors, je sais plus le tableau en tête, mais ça pourrait être éventuellement Murray, mon fils, je pense. Après, il peut y avoir de l'autre côté, ça peut être Lucas, la partie basse. Je crois que Kachanov est aussi dans la partie haute. Moi, honnêtement, j'aimerais Rooney. Si on pouvait être, voilà, entre guillemets, le tournoi qui le révèle, parce que ce gamin-là, il a quand même quelque chose de différent. Ah, ça joue fort. Tu sais, au premier tour du tableau, je crois qu'il a mis 2 perles en 45 minutes, hein, c'est ça? Il a mis en 47 minutes, il a mis 2 perles. Ah ouais. Et là, au deuxième tour, il a fait un gros match. Je crois qu'il bat Sonego en 3-7. Où il a 18 ans, non? Je sais même pas s'il a 18 ans. Ah, celui à mettre dans tes petits papiers, en tout cas. Merci beaucoup, Julien, pour prie. le temps alloué. Merci, Julien. Bonne fin de semaine. Ciao, ciao. Salut, merci. Merci d'avoir suivi ce nouvel hors-série dédié au tournoi du circuit. Alors, en attendant de l'avoir sur le podcast, rapide précision sur ce fameux jeune prodige Holger Vitus Nutskoy Rune. C'est un Danois d'1m88, né en 2003, année de la création du tournoi. Droitier revers à 2 mains, il s'entraîne à l'Académie Mouratoglou depuis ses 13 ans et a gagné Roland Garros Junior en 2019 à 16 ans et 1 mois. Il est devenu numéro 1 mondial junior cette année-là. Notre ami Holger a déjà gagné 3 challengers en 2021. Il est 133e à l'ATP cette semaine, alors qu'il était au-delà de la 400e place mondiale au début de l'année. Il a pris un set à Djoko lors du dernier US Open après être sorti des qualifs. Il a été le plus jeune joueur à se qualifier pour un quart de finale. C'était à Santiago, et ce depuis Borna Coric à Umag en 2014. Rune a servi de sparring partner à Roger et Rafa lors du Masters de fin d'année en 2019. Il se dit impliqué, mais à la fois feignant. C'est en tout cas une énorme alerte pépite, et je suis curieux de voir ce qu'il donnera dans les années à venir. Viens me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce hors-série avec le directeur du Moselle Open, Julien Bouter. Tu nous donnes un vrai coup de main en nous mettant un like sur YouTube, 5 étoiles sur Apple Podcast et un avis sympa. C'est du fuel pour continuer de te régaler chaque semaine. Pense au bouche-oreille qui est une manière puissante de nous aider à développer l'audience du podcast. Envoie l'épisode à tes potes messins, lorrains ou autres fans de tennis. Tu peux aussi faire une story sur Insta, ça donnera envie aux gens qui te suivent et fans de découvrir ce contenu et d'animer leur footing. Ménage, trajet pour arrêter de râler dans les bouchons, cuisine, randonnée en solitaire, panne de train pour colis abandonnés et j'en passe. Tu peux nous soutenir sur la plateforme Tipeee à hauteur de 2€, soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Le format long du mardi représente plus de 10 heures de travail et c'est toujours hyper cool de vous sentir derrière nous. On a lancé les Masterclass Tennis Légende, on vous propose une leçon de coaching tous les 15 jours avec les experts qui passent au micro. C'est Sam Sumik qui ouvre le bal, il nous transmet l'essence de ses 15 années de circuit. Il a emmené 2 joueuses numéro 1 mondiale et co-remporté 4 titres du Grand Chelem. T'as le lien pour y accéder juste en dessous en description. Si tu veux d'ailleurs un aperçu des formations qu'on enregistre, il y a les 4 secrets de statisticien de Fabs Barreau, qui travaille avec Gilles Servara, le coach de Daniil Medvedev. C'est 1h14 de contenu offert pour savoir ce que la stat dit de ton jeu et avoir des schémas plus efficaces sur le cours. 2e lien en description.
Tu as aussi les 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 13 joueurs et joueuses du top 100 juste en dessous. Tout cela est offert, c'est cadeau. Ça fait plaisir. Enfin, si tu as des recommandations ou des idées pour ce podcast, je suis ravi d'en parler sur LinkedIn à Max Zamora, ZAMORA, ou tu peux me retrouver sur Insta à Max MIA. C'est toujours un plaisir d'échanger. Je suis ravi d'avoir pu faire ce hors-série. Prenez soin de vous les légendes et à très vite. Ciao.